Et voilà, on est en live, c'est parti. Donc, toi, en haut à gauche, il me dit bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc, chose promise, chose due. Luc Biget est avec nous. Et alors, on a fait ça le matin. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, c'est pas bien grave. De toute façon, vous savez comment ça marche. La vidéo sera accessible en replay. Vous pourrez partager tout ça, revoir et re-revoir encore et encore. On va aller tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Luc Biget. Bonjour Guillaume. Alors je te remercie encore une fois, je te l'ai dit en off, mais je vais le redire en live parce que j'aime bien. Je te remercie d'avoir accepté de venir chez nous, de venir passer un moment pour parler de ce que tu fais et de l'astrologie. On va parler de l'astrologie aujourd'hui. J'espère que cette vidéo permettra aux gens de découvrir peut-être plus en profondeur, je ne sais pas, ton travail, peut-être de toucher quelque chose de spécifique. Il y a une première chose que j'ai envie de te demander, c'est un petit peu la coutume, entre guillemets. Est-ce que succinctement, tu pourrais te présenter, Luc, s'il te plaît? Mais c'est le plus difficile parce que plus ça va, moins je sais qui je suis. Je comprends. C'est-à-dire, j'ai Écoute, l'impression d'aller vers une espèce de transparence qui fait que tout ça a pris beaucoup d'importance. Mais bon. Alors, d'un point de vue biographique, j'ai une formation de biochimiste, j'ai fait un doctorat en biochimie. Et parallèlement, je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie d'abord, à la mythologie ensuite et au symbolisme enfin. C'est-à-dire, en gros, j'essaie de relier la question du sens et la question de la science. La science nous dit comment les choses marchent et la science, pardon, et le symbolisme nous dit, parle de la question du sens, c'est-à-dire comment c'est fondé, qu'est-ce qui va donner vie à ces choses-là. En même temps, c'est deux logiques totalement différentes, donc c'est pour ça que c'est souvent conflictuel. En tout cas, j'essaie de les mettre en perspective et de montrer que c'est deux manières différentes de connaître le monde et qui sont complémentaires. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de sciences, de recherche en sciences. Et puis, à partir de 30 ans, je me suis mis à écrire. J'ai publié le premier ouvrage, L'homme réunifié, et la symphonie du zodiaque. Et ensuite, je suis plutôt parti sur la voie astrologie, mythologie, symbolisme. d'accord. Donc voilà, j'essaie de maintenir ensemble ces deux approches. Ok. Est-ce qu'il y a eu si c'est indiscret, tu ne réponds pas bien entendu, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a réveillé ce besoin de plonger dans le monde du sens et de trouver la connexion qu'il a avec la manifestation matérielle? Non, c'était un peu consubstantiel. Je crois que j'avais déjà 13 ou 14 ans. J'ai vu le mot astrologie flamboyer devant mes yeux, alors qu'évidemment, personne dans ma famille ni dans mon environnement ne s'y intéressait. Je suis rentré dans une librairie. J'ai eu la chance de trouver le petit livre d'André Barbeau, le petit guide astrologique, quelque chose comme ça, qui disait comment monter son thème. Donc je l'ai monté, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est ce que Jung appelle, enfin je l'ai décodé comme ça beaucoup plus tard, une expérience de numineux, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui apparaît comme une évidence et que j'ai suivi. Alors à l'époque, évidemment, c'était compliqué d'avoir des livres d'astrologie, surtout quand on habite à la campagne. Donc bon, j'ai réussi à en avoir un ou deux, donc j'ai commencé comme ça, tout en suivant ensuite des études universitaires. Donc c'est pas un événement, c'est plutôt la réponse à un appel intérieur ou à une espèce d'évidence intérieure. Donc oui, du coup, l'astrologie n'a pas été un choix, entre guillemets, que tu as fait en te disant, tiens, cet outil-là me plaît, mais c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à toi dans ton parcours, et du coup, tu t'es dit, ok, on va suivre le fil, quoi. C'est ça, oui. Ouais, ok. Il n'y a pas eu de Et, révélateur, ce n'est quelque chose, une espèce de réveil intérieur par rapport à ça. ouais, j'entends. Et alors, du coup, euh, ça va nous permettre de rentrer un peu plus dans l'astrologie directement. Bon, si on regarde l'astrologie actuelle, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de manières de travailler le zodiaque, etc. Est-ce que déjà sur ce point de vue-là, on pourrait, entre guillemets, essayer de dissocier un petit peu les choses pour rentrer dans une définition commune qu'on pourrait avoir de l'astrologie?
plutôt que de parler d'une école qui serait comme ci, comme ça, un zodiaque comme ci, comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une vision commune pour ramifier tout ça et pour dire, bah, si on devait définir l'astrologie, ce serait deux points, tu vois, et comment tu verrais la chose? C'est très difficile. Le point commun, c'est le système solaire. Après, puisque c'est la technique, en fait, le point commun. C'est-à-dire, c'est la dimension astronomique de l'astrologie. À la fois la position des planètes au moment de la naissance, la position de la Terre dans sa rotation sur elle-même et autour du Soleil. Donc tout ça, en fait, c'est simplement ça, la carte astrologique. Après, la manière de l'interpréter, Joël de Gravelaine avait cette très belle expression, il disait « on fait l'astrologie qu'on est ». Et donc, il y a plein d'écoles, il y a plein de manières non seulement d'interpréter un thème, mais aussi d'interpréter le phénomène astrologique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une unité aujourd'hui dans le monde astrologique. Certains parlent d'influence astrale, d'autres préfèrent le zodiaque sidéral, le zodiaque tropical, d'autres encore parlent d'astrologie symbolique ou d'astropsychologie, etc. On peut rentrer dans le détail des écoles, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, je crois, c'est que le thème astrologique, on parle d'une interprétation du thème astrologique, et ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, de mon point de vue, c'est un système symbolique, et ce système symbolique peut être est polysémique, c'est-à-dire est toujours sujet à plusieurs interprétations possibles, même si on part d'une même base astronomique. Alors, ces interprétations ne sont pas les mêmes, elles s'adressent aux différentes intérêts de l'être humain, et elles peuvent représenter des options philosophiques différentes. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas d'unité dans le corpus astrologique. C'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle une phrase que un de mes mentors me disait il y a longtemps déjà, le symbole est vivant. Oui. Donc en fait, quand tu parles de système symbolique, tu parles d'un système qui est vivant, donc qui ne peut pas être figé comme la matière nous apparaît souvent, c'est-à-dire comme des structures figées, condamnées à être ce qu'elles sont, avec un espèce de déterminisme comme ça, que la science d'ailleurs a absolument travaillé dans tous les sens possibles, tu vois. Oui. Je veux dire. Alors, de mon point de vue, le symbole est vivant, le thème astrologique, c'est un mandala qui agit sur la conscience de l'astrologue lorsqu'il le lit, et bien sûr qui est une espèce de semence de sens à l'intérieur de la personne. Mais il y a des astrologues qui parlent plus d'influence astrale, qui veulent absolument avoir une approche scientifique de l'astrologie, etc. Donc là encore, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Est-ce que je peux me permettre de te demander justement ce que tu en penses de cette approche, entre guillemets, scientifique de l'astrologie? Moi, je crois que, d'abord, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il faut toujours être prudent dans ce domaine. On ne peut pas expliquer de manière causale l'astrologie. Parce qu'il n'y a pas je veux dire, il y a 4 grandes forces en physique qu'on connaît, qui sont l'électromagnétisme, la gravitation, et puis les 2 forces quantiques, énergie forte et énergie faible. Et ça, en aucune manière, ça explique le phénomène astrologique, c'est-à-dire comment l'état du ciel, l'état du système solaire à un moment donné pourrait influencer la génétique et a fortiori l'état de conscience des personnes, leurs tendances psychologiques et en plus encore les événements qui leur arrivent. Donc tout ça, on n'est plus dans le champ de la science. La science, au sens strict, ne mesure que ce qui est répétable, quantifiable et répétable, quantifiable et qu'on peut répéter, quantifier et mesurer. Donc tout ça, la question du sens échappe complètement à la science. Donc, vouloir faire l'astrologie scientifique, à mon avis, c'est une espèce d'héritage du 19e siècle où on voulait tout expliquer par la science. Je crois qu'il y a une autre approche, une autre voie de connaissance qui a été développée par Jung et par d'autres philosophes comme Mircea Eliade, comme Gilbert Durand, qui est dire le symbole est vivant et permet de comprendre le monde du sens. Alors là, on se heurte à une difficulté parce que, au fond, si le symbole est vivant, on n'a aucune idée de la manière dont il agit sur l'être humain. Ira Progroff, qui était un des grands fondateurs du courant transpersonnel aux États-Unis, parlait d'un facteur transcausal, c'est-à-dire d'une espèce d'action immédiate
du monde du sens sur l'être humain. Mais ça suppose des présupposés. Ça suppose que le monde du sens préexiste. Ça suppose qu'on peut avoir un effet sans cause, etc. Donc on est dans un autre monde et dans une autre logique que la logique scientifique. Donc c'est très compliqué parce qu'en même temps, on peut pas, bien sûr, on peut faire des statistiques et montrer par voie statistique que, sur les travaux de Gauquelin par exemple, hein, que Mars est dominant dans les cas dans le thème astrologique de sportifs, etc. Bon, c'est beaucoup discuté, mais il semblerait qu'il y ait des résultats statistiques. Mais ça ne dit rien, la statistique ne dit rien sur la causalité, c'est-à-dire elle ne dit pas qu'il y a un phénomène de cause à effet, elle dit juste qu'il y a un rapport. Alors après, comment analyser ce rapport? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est causal? Aujourd'hui, on ne sait pas. De mon point de vue, ça ne peut pas être causal en l'état actuel de connaissance scientifique. Il n'y a aucune particule, même de neutrinos qui traversent la Terre, qui peuvent agir sur le corps et la psyché humaine. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc du coup, à défaut d'inventer une posture scientifique, je préfère la dimension symbolique, parce que, encore une fois, le symbole est polysémique, c'est-à-dire il s'adresse aux différents niveaux de la réalité de l'être humain, physique, émotionnel, sensible, spirituel, intellectuel. Et donc, une même planète, un même signe peut être lu sur tous ces niveaux de lecture. Donc, ça permet un enrichissement du thème considérable, plutôt que d'envisager une astrologie qui soit purement événementielle, parce qu'au fond, l'astrologie scientifique traditionnelle, en tout cas, est beaucoup orientée dans cette lecture-là. Ouais, c'est ça que tu entends en écho. Ça doit être le son de ta vidéo qui doit transparaître dans le micro, peut-être. Tu veux que je mette un micro à une oreillette? Oh, c'est comme tu veux, ça va. Moi, là, je m'entends plus, c'est pas grave. Si tu veux, ah oui, si je m'entends. Si tu peux mettre des écouteurs, ce serait chouette, ouais. Et du coup, ça repasse dans la vidéo. Bonjour les amis du chat, je vois que vous êtes en train de réagir tout doucement. Alors, vous savez comment ça se passe. On va prendre vos questions après coup. On va d'abord avancer un petit peu dans tout ce qu'on a envie de dire. En compagnie de Luc. Et après, je prends les questions, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, et tu m'entends, Luc, toujours? C'est bon? Oui, je t'entends. C'est bon? Impeccable, c'est impeccable. Je te remercie pour le petit côté technique, c'est chouette. Ben oui, on a toujours c'est les aléas du direct, comme on dit, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, je reprends un petit peu dans ce que tu as développé. Ce qui implique de repenser le monde depuis un paradigme complètement nouveau. Oui. Alors, est-ce que ce paradigme est complètement nouveau ou est-ce que finalement c'est une réminiscence de quelque chose qui a déjà existé auparavant? Je ne sais pas. Mais en tout cas… Oui. Ouais, non, il n'est pas totalement nouveau. Cette forme de pensée symbolique, elle existait déjà dans la pensée chinoise, analogique en tout cas, elle existait dans la médecine chinoise, elle existe toujours d'ailleurs dans la médecine chinoise. Historiquement, le grand shift s'est fait à la fin du Moyen-Âge, 16e, 17e, où la science, comme voie de connaissance, l'a emporté sur les autres approches, qui étaient les autres étant l'approche alchimique, et la troisième approche étant la révélation divine, c'est-à-dire la connaissance venant soit par inspiration divine, donc ça c'est la Bible, etc. C'est tout ce système qui est fondé sur une parole révélée. La deuxième approche, c'était l'approche alchimique, elle était déjà expérimentale, mais dans aura elabora, prix et travail, hein, c'est-à-dire l'œuvre qui se fait à l'extérieur, dans le laboratoire, se fait en même temps à l'intérieur, dans la vie psychique de la personne. Donc là, on était dans une voie de connaissance symbolique au sens fort du terme. Et puis la troisième voie qui se discutait à la veille du siècle des Lumières, c'était l'approche scientifique qui commençait à émerger à ce moment-là et qui a pris le pouvoir en réalité sur toutes les autres dans la suite de l'histoire. Donc évidemment, la révélation divine, c'est-à-dire le contact, quand je dis révélation divine, c'est pas une connotation religieuse, hein. C'est-à-dire c'est le contact direct avec l'archétype, avec le monde du sens, qui va donner des informations. Donc ça a été délégitimé. Et toute l'approche alchimique a été délégitimée aussi. Donc du coup, il n'y a plus que la science qui est devenue
à partir des Lumières, qui est devenue spéculative et expérimentale, et non plus opérative, si on voit la nuance. C'est-à-dire spéculative et expérimentale, c'est-à-dire le scientifique s'enferme dans son laboratoire et se coupe de toute relation subjective, personnelle, intime avec l'objet de son expérience. Donc du coup, ça construit un monde qui nous permet évidemment d'être mieux compris, mais qui en même temps, l'humain est rejeté de ce monde-là, puisque l'objectivité est la pierre angulaire de la recherche scientifique, mais le fait que l'objectivité suppose que le sujet disparaisse du monde. Donc du coup, on n'a plus de voie d'exploration du sujet. Et ça pose un vrai problème aujourd'hui, où l'idéal, au fond, du monde scientifique, c'est le robot et le transhumanisme, où l'être humain est complètement rejeté hors de la scène de l'existence au nom d'une connaissance. Et on est de toute évidence dans un grand déséquilibre où la réalité, je pèse mes mots, la réalité subjective n'a plus droit de citer et est réduite à un effet placebo ou à une pure subjectivité. Donc là, on est dans un vrai problème méthodologique. Ouais, j'entends. Alors, mais justement, c'est-à-dire on constate quand même un retour de l'envie de sens, de quête de sens. Les gens sentent qu'il y a une pièce manquante à leur existence quand même. Hein. Il y a une tentative au sein de l'humanité de renouer avec cette dimension-là. Donc toi, j'imagine que via l'astrologie, tu trouves ici un outil pour remettre justement la question du sens dans l'existence de l'individu, mais peut-être pas forcément que de l'individu, mais aussi on peut discuter du groupe humain, de l'humanité. Oui. Comment tu abordes ça, toi? Comment j'aborde l'astrologie, c'est ça la question? Alors, je te précise. Ou la question du sens? Oui, la question du sens dans l'individu et la question du sens dans l'humanité. Alors, pour moi, enfin, si on réfléchit un peu à la question du sens, il faut concevoir, enfin, on observe qu'il y a trois manières de concevoir le sens du sens. On peut construire du sens, c'est-à-dire la thèse scientifique va dire au fond le sens est produit par le chaos neuronal, par des médiateurs chimiques, par des endorphines, par plein de choses qu'on connaît, et c'est le cerveau qui va produire du sens. Donc là, évidemment, on est dans une espèce de... ça pose de vrais problèmes parce que comment légitimer le sens à ce moment-là? C'est-à-dire c'est celui qui est le plus bavard, qui a le plus grand charisme, qui a le plus de pouvoir, plus de médias, plus de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui va faire qu'un sens va devenir dominant à une époque. Donc on est évidemment, s'il n'y a pas de légitimité du sens, tout est possible. Tous les comités d'éthique seront un jour submergés par la volonté de pouvoir et l'avidité du monde capitaliste dans lequel on vit. Donc il n'y a aucun garde-fou. Mais on peut aussi concevoir le sens autrement, comme étant... alors ça, c'est chez Aurobindo qui, pour la première fois, a développé cette thèse. Il disait, au fond, on assiste dans l'histoire de l'univers à trois émergences, depuis le Big Bang, depuis son origine. Donc, première émergence, c'était l'apparition de la matière, hein, puisque à l'origine, on n'avait que lumière, espace et temps, donc énergie, espace et temps. Et puis, on a la création des photons, des galaxies ensuite, etc. Donc, apparition de la matière. Et puis, un peu plus tard, beaucoup plus tard, en fait, sur une petite planète bleue qu'on connaît, apparition de la vie organique. Et puis, beaucoup plus tard, apparition de la conscience à travers Sapiens, à travers l'espèce humaine. Donc, sa thèse, c'est de dire, au fond, la matière, première émergence, la vie organique, deuxième émergence, et la conscience, troisième émergence, étaient contenues à l'origine dans l'histoire de l'univers, dès le Big Bang, mais elles ne se sont simplement manifestées au cours de l'histoire. Donc, au fond, conscience de quoi? Conscience du sens. Donc, ça veut dire ici que le sens préexiste depuis l'origine, mais qu'il se manifeste progressivement au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire depuis 14,5 milliards d'années. Donc à ce moment-là, les conséquences philosophiques sont évidemment totalement différentes. Ça veut dire que l'être humain est co-créateur avec l'univers du sens qui se déploie progressivement au fur et à mesure de son histoire. Donc n'importe quel sens n'est plus possible, et à ce moment-là, notre posture intérieure et philosophique sera de révéler la présence du sens. Donc à ce moment-là, le sens ne se construit pas,
il va se révéler à travers les symboles, les images, les événements que l'histoire de l'univers va nous apporter dans notre quotidien, puisque ce qu'on vit aujourd'hui, évidemment, est le fruit du Big Bang. Donc ici, la fonction de l'être humain, c'est de révéler du sens sans le construire. Pour prendre un exemple, on peut construire du sens. Les panneaux de circulation routière, c'est du sens qu'on a construit, parce qu'on a dit, voilà, au feu rouge, c'est un panneau qui se dessine comme ça. Mais la couleur rouge elle-même n'est pas construite. C'est quelque chose dans l'inconscient qui dit interdit. La meilleure preuve, le meilleur élément de réflexion, c'est de voir, par exemple, qu'en Chine, dans les années 60, au moment de la révolution culturelle, les Chinois ont mis, vous savez, les panneaux tricolores rouge, jaune, vert pour les voitures. Ils ont dit, c'est pas bien, on va quand même pas mettre du rouge pour faire un stop dans un régime communiste, ça la fout mal. Donc on va inverser, on va mettre du vert pour dire interdit. Ça n'a jamais marché, c'était une espèce de cacophonie incroyable et l'inconscient ne comprenait pas. Donc le rouge est symbole d'interdit, si on regarde un peu l'histoire, etc. C'est un symbole en même temps d'engagement dans la guerre et un symbole d'interdit. Et ça, c'est une valeur universelle, c'est-à-dire le symbole va dire du sens, évidemment, ça va être mouliné par les cultures, mais c'est un fondement universel. Et donc, c'est ce sens-là qui se déploie dans l'univers au fur et à mesure de son histoire. Là, et puis la troisième posture philosophique, comment ? Non, excuse-moi, je te laisse finir de développer parce qu'il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport à la couleur rouge. Je t'enquiquine après. D'accord. Alors, la troisième posture philosophique, elle est hegelienne, hein, c'est-à-dire, c'est de dire, non, le sens ne se révèle pas, mais le sens préexiste de toute éternité et interagit de manière un peu soit cyclique, soit aléatoire avec le monde ordinaire. C'est aussi une posture jungienne, au fond. Puisque les synchronicités, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est une rencontre entre, pour reprendre comment dirais-je, la définition de Jung, entre deux chaînes causales indépendantes, l'une portant sur le sens et l'autre portant sur l'objet. Par exemple, il donne cet exemple, hein, il réfléchissait à ce que c'est que l'ère des poissons. Il marchait sur une route et il voit un poisson mort qui est tombé d'une charrette lorsqu'il se promène en même temps. Donc il y a une coïncidence signifiante, une synchronicité entre l'histoire du charretier qui transportait son poisson et l'histoire de Jung qui pensait à l'ère des poissons, mais sans qu'il y ait de relation causale entre l'un et l'autre, évidemment. Donc c'est une coïncidence qui porte sur le sens et pas sur la causalité. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de jonction à un moment donné de l'histoire entre le monde du sens auquel Jung était connecté et le monde phénoménal auquel le transporteur était connecté. Et ça, Régis Dutail l'a bien modélisé d'un point de vue mathématique dans sa théorie de la relativité superlumineuse, hein, en expliquant que c'est un modèle mathématique, il n'est pas évidemment prouvé d'un point de vue physique aujourd'hui, mais en montrant comment ce monde supralumineux, qui est donc empli de signification, interagit avec le monde sous-lumineux, qui est le monde ordinaire dans lequel on vit. Okay. Donc pour résumer, on a trois manières de concevoir le sens qui fonctionnent, hein, sans doute ensemble. Le sens qu'on construit en disant, voilà, moi je veux aller au bout du chemin et donc je visualise que je vais au bout du chemin. Ça, c'est une direction, un sens qu'on se donne. Il y a le sens qui se révèle lorsqu'on est à l'écoute intérieure des symboles, des images qui surviennent, qui est donné par les rêves aussi. Hein. Les rêves, ils ne vont pas construire du sens, ils révèlent qui on est. Et puis le sens, on va dire, métaphysique hegelien, c'est-à-dire ce monde des archétypes, ce monde métaphysique qui interagit en permanence avec le monde ordinaire. D'accord. Alors, je vais rembobiner un petit peu, si tu veux bien, oui. Pour revenir à cette petite anecdote dont tu parlais avec la couleur rouge. Alors, ça m'intrigue et ça m'intéresse en même temps. Je ne sais pas si on peut développer. Et pour rattacher justement à l'astrologie, parce que l'astrologie va donc trouver sa place à l'intérieur de ce que tu viens de nous présenter. Tu parles de couleur rouge comme de l'interdit, mais comme aussi de l'action, cette pulsion qui motive l'action, etc. En fait, est-ce qu'on peut dire que tu rattaches indirectement ça à une logique martienne qu'on appelle la planète rouge
en alchimie, on observe que Mars, c'est le fer, et qu'on associe aussi à la couleur rouge. Est-ce que là, en fait, toute la nature, comme une espèce de grande symphonie, ne nous renvoie pas à quelque chose d'ontologique? Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire, de ce point de vue, la nature renvoie et l'expression visible de quelques principes fondamentaux Ouais. qui sont symbolisés en astrologie par les planètes et les signes du zodiaque, mais qui sont symbolisés dans le Yi King par une autre manière, ou dans le tarot par une autre manière encore. Mhm. Donc, au fond, c'est ça le système symbolique, c'est-à-dire comme l'astrologie, le Yi King, l'alchimie, la Kabbale, etc. C'est des systèmes qui modélisent avec quelques principes fondamentaux le monde du sens, qui va organiser la matière au moins autant que la causalité scientifique. Mhm. Et donc, pour revenir à Mars, Mars, évidemment, est associé symboliquement dans la tradition alchimique au fer et au canot. Et alors, on peut réfléchir à ce que c'est qu'un canal. On sait que Malpighi, lorsqu'on a découvert Mars, a vu des canaux sur Mars, qui n'existent pas. Mais c'est intéressant de... bon, d'abord, c'est quand même une planète rouge, mais c'est intéressant de voir que la projection du symbole du canal s'est fait sur Mars, sur la planète Mars. Et c'est quoi le canal? C'est simplement une forme géométrique qui dirige l'énergie. Et donc qui est symbolique du héros au sens mythologique du terme, qui est capable de diriger l'énergie pour la transformer en une plus grande conscience. Donc ce canal, on le retrouve bien sûr dans les vaisseaux sanguins qui véhiculent le sang rouge et dans les muscles striés, puisque nos muscles, on va dire, qui ont une fonction qu'on peut contrôler d'une manière consciente, sont formés de filaments en forme de canaux d'actine et de myosine qui se relient les uns aux autres. Donc on a tout ce système analogique qui dit du sens et qui dit, au fond, si on ramène à un principe, à chaque fois on retrouve le principe martien, qui est le principe de l'engagement au nom... c'est l'engagement... Il y a cette très belle image de l'hème, H-E-M-E, hein, qui est comment dirais-je, le noyau chimique de l'hémoglobine, qui reçoit le fer et qui donne de l'énergie au sang. Donc l'hème, A-I-M-E, reçoit le fer, F-A-I-R-E, et permet l'engagement dans le monde. Donc c'est notre corps, c'est notre cœur en réalité qui dit ça de manière très précise. Donc c'est pour ça qu'en astrologie, Mars et Vénus forment un couple. Parce que Vénus c'est la dimension d'amour et Mars c'est la dimension d'engagement dans l'action. Et lorsque les deux se lient, évidemment, pour plein de raisons sur le thème astrologique, on a une dimension passionnelle pour changer le monde qui se met en place dans la psyché de la personne. Donc tout ça, si on n'a pas une pensée claire sur le fonctionnement analogique des choses, ça peut sembler confusionnel, mais si on regarde les principes et les formes et les couleurs, ça s'éclaircit d'une manière exceptionnelle. Alors, une toute petite dernière question avant de plonger dans l'astro, parce que quand même, on est en train d'arriver au centre du sujet, je veux dire. Pour aborder cette logique analogique, symbolique, et tout ce pan de la vie en fait dans l'univers, il faut une structure psychique particulière. Enfin, moi, c'est mon postulat. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que finalement, pour avoir accès à toute cette perception-là, il faut à un moment donné travailler, entre guillemets, individuellement, personnellement, à développer une architecture qu'on pourrait dire cognitive aujourd'hui, qui permet en fait de mettre en place des choses qu'on va pouvoir comprendre, recevoir de cette dimension-là. Donc il y a quand même une ouverture qui doit être faite, un travail, peut-être intellectuel en partie aussi, mais surtout très personnel, pour qu'il y ait en fait comment dirais-je, un constat physique dans le cerveau qu'une structure s'est mise en route. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas fait de scanner pour vérifier ça, mais je pense que tu as raison, parce que lorsque je me suis immergé dans la recherche quand j'étais aux États-Unis, ensuite, donc j'ai forcément développé une forme de pensée scientifique, donc plus l'hémisphère gauche du cerveau, pour dire ça comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre à l'astrologie et à la lecture symbolique. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'avais plus cette forme de pensée-là. Et donc, j'ai dû, bon, comme je l'ai un peu de naissance, ça a été plus facile, mais j'ai dû me la réapproprier d'une certaine manière et revenir sur des choses un peu basiques.
Donc, c'est pour ça aussi, je crois qu'il y a cette difficulté entre les gens qui ont une approche rationnelle, scientifique, de s'ouvrir à la pensée astrologique. Parce que ce n'est pas la même structure du cerveau, ce n'est pas les mêmes champs neuronaux qui sont activés, et pas les mêmes logiques surtout. Donc, effectivement, c'est compliqué, c'est compliqué. Et inversement, souvent, les astrologues ou les gens qui sont dans tout ce monde de l'imaginal au sens jungien ont du mal à organiser leur pensée avec la rigueur que nécessite la pensée scientifique. Donc c'est important d'essayer de complémentariser l'un et l'autre, hein. Mais on ne peut pas scientifiser l'astrologie, pas plus qu'on ne peut mythologiser la science. Donc il faut faire attention aux amalgames. Mais c'est des formes de pensée. En fait, l'idéal, c'est de développer les deux, de jongler l'une avec l'autre. Mais c'est compliqué parce que les lois des unes et les lois des autres ne sont pas les mêmes. Oui, donc ça demande une souplesse en termes psychologiques. Ça demande une souplesse psychologique, ça demande un entraînement, une formation. Encore aujourd'hui, on forme les gens. En gros, toutes nos universités sont des formations cerveau gauche. Hein. Bon, il faut se méfier de cette terminologie parce qu'elle a beaucoup évolué, mais en gros, c'est des formations autour de la rationalité, de la logique, de la démonstration, du retour sur investissement, etc. On n'a pas d'école de mystère, on n'a plus d'école de mystère depuis le 5e siècle, hein, depuis que Constantin ait fermé les écoles d'Éleusis, au 4e, 5e siècle. Et donc, on n'a plus de formation qui nous permette d'explorer avec rigueur et engagement intérieur ce monde du sens. Donc, du coup, c'est compliqué parce qu'il est laissé un peu à volo des subjectivités personnelles qui peuvent être extrêmement fines ou qui peuvent être plus projectives. Voilà. Moi, j'irais dire désastreuses parfois. Ou parfois désastreuses, oui, bon, je ne sais pas le dire, mais non, simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous manque aujourd'hui l'équivalent des universités qui seraient des formations sur l'exploration du monde métaphysique et des mondes intérieurs, alors qu'on a moult universités sur la connaissance du monde extérieur, objectif et rationnel. Donc c'est une question d'équilibre là aussi. Puisque l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de sens. On connaît la fabrication du pain, mais on oublie l'exploration un peu rigoureuse et collective, hein, comme le font les universitaires dans ce réseau exceptionnel qu'ils ont développé de coopération du monde du sens. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Alors justement, bon, maintenant, on a bien présenté toute cette dimension du sens, ce qu'elle pouvait nous raconter, ce qu'on peut aller plonger en elle pour aller découvrir tout un nouveau monde finalement, avec un regard qui se pose sur la matière qui va être complètement différent quand on réintroduit le sens dans notre vie. Alors toi, du coup, pour aborder ces questions, pour essayer d'allumer un petit peu des choses là-dedans, tu passes par l'astrologie. Oui. Alors, je passe par l'astrologie et la mythologie. Et la mythologie. Alors, d'accord. Parce que justement, tiens, première question. L'astrologie et la mythologie sont-elles fondamentalement séparées ou est-ce que simplement on a séparé l'astrologie, l'outil de toute la mythologie qui gravitait autour dans l'Antiquité en bonne partie? Du coup, est-ce que toi, tu as fait ce travail de ramification, mais cette astrologie était-elle de base connectée au mythe? À l'origine, mathématiques, astrologie et mythologie étaient connectées. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir qu'au temps de Sumer ou même de la Grèce archaïque, il fallait avoir des bonnes bases mathématiques pour faire de l'astronomie, c'est-à-dire comprendre l'évolution de la position des planètes, faire des observations, etc. Et par ailleurs, les dieux grecs, Aphrodite, Vénus, Mars, Arès, Hermès, Mercure, grec et latin, mais avec les équivalents latins, sont des planètes, sont nommés selon les planètes. Donc du coup, astrologie et mythologie ont les mêmes héros dans leur cabas, si je puis dire. Sauf que la mythologie va raconter des histoires, donc elle est plus dans l'image, alors que l'astrologie exprime plus des principes, parce qu'elle est juste dans
dans un point qui est plus essentialisé et qui va porter du sens. Mhm. Donc, du coup, de mon point de vue, c'est complémentaire. C'est-à-dire, on est tous porteurs de un ou plusieurs mythes fondateurs, Narcisse, Icare, Faust, qui n'est pas grec, hein, mais Orphée, Prométhée. Et ces mythes fondateurs on peut voir leur présence sur le thème astrologie. Ça, c'est tout le travail exceptionnel qu'a fait Jacques Berton en faisant la relation, qui était un astrologue qui est décédé il y a quelques années, en faisant la relation entre astrologie et mythologie. Donc j'ai suivi sa formation, j'ai redéveloppé ça, et c'est vrai que ça donne plus de vivant à la lecture astrologique, et surtout ça raconte une histoire. Qu'on raconte l'histoire du mythe à laquelle la personne se rattache du fait de son thème astrologique. Et c'est quoi l'avantage de raconter une histoire? C'est que l'histoire n'impose rien. C'est-à-dire, comme les histoires qu'on raconte aux enfants, pourquoi ils veulent se faire raconter des histoires alors qu'ils connaissent la fin et qu'on leur a déjà raconté 1000 fois? Simplement parce que ça fait un travail dans l'inconscient et ça permet une maturation intérieure. Et le thème astrologique, la mythologie, c'est un peu pareil, c'est des histoires pour adultes qui sont bien souvent des schémas d'existence et qui permettent de voir le prochain pas à accomplir dans l'accomplissement de son mythe fondateur. Donc j'aime bien relier les deux, en fait. D'accord. Mais du coup, comment dire la lecture classique qu'on peut trouver en astrologie aujourd'hui, bon, à peu près, beaucoup d'astrologues, entre guillemets, aveuglément, se dirigent vers l'astrologie tropicale, Oui. avec une lecture, entre guillemets, psychologisante. Alors, je dis vraiment entre guillemets, c'est une caricature que je fais là. Mais en fin de compte, on retrouve peut-être une utilisation qui, comme tu disais un peu plus tôt dans l'émission, détache, comment dirais-je, celui qui observe son thème justement de l'expérience de l'observation elle-même, quoi. Tu vois, avec cette espèce de posture psychologisante qui extrait le sujet de son expérience et qui se regarde de loin, alors que ce que j'entends dans ce que tu proposes ici, c'est quand on raconte une histoire, on est capté par l'histoire, on fait partie de l'histoire. Tous les petits-enfants du monde qui ont entendu l'histoire le soir on allait se coucher se sont pris pour le héros. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a quelque chose de réintégratif là-dedans. Oui. Alors, les deux sont utiles, hein. C'est-à-dire, l'histoire, pour moi, l'histoire laisse la liberté à la personne. C'est-à-dire, elle peut d'abord, c'est elle qui va réagir suivant son besoin à l'histoire, et donc il n'y a pas cet inconvénient qu'on a parfois d'une lecture astropsychologique, qui est de dire à la personne, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le thème astrologique. Donc le problème, c'est qu'il y a souvent trop d'informations et la personne n'est pas forcément prête à ce moment-là de la consultation, de les intégrer, de la recevoir, etc. C'est pour ça que quand je faisais des consultations, je demandais toujours d'enregistrer parce que quelquefois, après, 5 ans plus tard, quelqu'un m'appelle et me dit « Ah oui, mais j'irai écouter la cassette » et ça, je n'avais pas entendu à l'époque. Donc, bon, après, la consultation d'astropsychologie est intéressante aussi parce que c'est un miroir. C'est-à-dire, elle permet à la personne d'être en miroir par rapport à elle-même si l'astrologue est suffisamment fin dans son analyse. Donc, ça permet des prises de conscience, ça permet des orientations, etc. Donc, c'est un peu plus, entre guillemets, chargé d'informations et donc dans une certaine mesure violent, entre guillemets. Mais ça peut aussi créer le choc qui va permettre une prise de conscience, une transformation, si le moment est venu pour ça. Donc les deux approches sont utiles et je fais les deux, enfin je faisais les deux, en tout cas maintenant je ne fais plus de consultation, mais notamment on travaille sur la lune noire, hein, qui permet d'aller dans nos peurs profondes, développer les schémas répétitifs, aussi le faux self qu'on met en place pour compenser nos peurs profondes, etc. Donc voir qui l'on est permet aussi de se détacher de qui l'on est et de se libérer de certains systèmes de croyances qui nous empoisonnaient. Alors c'est intéressant parce que finalement, si on suit ce que tu dis, l'astrologie telle que tu la proposes là, par exemple, permet un chemin, entre guillemets, de détachement
de l'image de soi pour aller vers le soi en tant que tel. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je m'oppose quand même souvent à l'astrologie prédictrice. Oui. Ou l'astrologie qui dit, voilà, vous êtes comme ça. Parce que celui qui voit, c'est-à-dire vous-même, que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas cela. Ah oui, de fait. Donc, voilà. Donc c'est ça qui va permettre l'approche vers le soi, c'est-à-dire vers une information qui n'est pas écrite sur le thème astrologique, mais qui est la source du thème astrologique en même temps. C'est-à-dire, on peut dire que le soi est une involution, que la personnalité est une involution du soi dans la matière. Mais c'est une essence qui s'exprime à travers des formes physiques, psychologiques, émotionnelles et mentales. Donc si on arrive à comprendre comment fonctionnent ces formes-là, de fait, on peut s'en identifier ou les traverser si on fait un travail psychothérapeutique, et à ce moment-là, aller de plus en plus vers le soi. Alors que si on fait de l'astrologie prédictive ou événementielle, on enferme la personne dans une forme. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose de diabolique. Diabolos veut dire séparation, c'est-à-dire on la sépare de son essence en lui laissant croire que la forme est prédestinée et inéluctable. Donc du coup, la conscience s'enferme dans une forme au lieu d'en sortir. Ce qui veut dire aussi que l'astrologie événementielle marche, hein, bien sûr. Mais c'est une orientation de la lecture qui, de mon point de vue, est enfermante et n'ouvre pas la conscience vers les champs subtils qui l'habitent. Oui, donc toi, tu concentres vraiment l'effort sur le développement de la personne en ce sens qu'elle puisse retrouver l'accès à ce qu'elle est de plus authentique, de plus profond. Oui, alors j'aime bien ce terme que j'utilise souvent de développement impersonnel. Oui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de, comme on dit en développement personnel, d'affirmer sa royauté ou de retrouver un équilibre pour s'adapter à la société, mais au contraire d'utiliser nos espaces de souffrance, nos failles, comme un espace de révélation du soi. C'est-à-dire, dans la grande souffrance, l'abandon va se mettre en place, le lâcher-prise va se mettre en place, et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Ça suppose la confiance, hein, parce que, évidemment, c'est des choses un peu subtiles, hein, parce qu'on peut aussi s'enfermer dans la souffrance et se construire une identité à partir de la souffrance. Donc ça, on est dans la psychologie, par contre. C'est très intéressant parce que c'est vrai que, la plupart du temps, l'aspect prédictif de l'astrologie, c'est quand même le biais commun, enfin le biais, c'est pas forcément un biais d'ailleurs, mais si tu veux, l'image d'Épinal que tout le monde s'en fait. Et d'ailleurs, par exemple, quand tu regardes les événements aujourd'hui, beaucoup aiment se tourner vers les astrologues qu'on peut trouver un peu partout sur Internet pour savoir alors à quelle sauce on va être mangé demain, qu'est-ce qui va nous arriver, comme un besoin de se rassurer sur quelque chose, alors que là, toi, tu nous dis, mais le prédictif, bon, alors oui, pourquoi pas, admettons, mais c'est pas le central finalement. L'astrologie, pour moi, non pas une fonction de prédiction, mais de prévoyance. C'est-à-dire, la prédiction, d'ailleurs c'est intéressant, le mot prédiction, c'est dire avant, et prévoyance, c'est voir avant. Mais celui qui prévoit parce qu'il a en tête la possibilité de changer les choses. Et donc, il comprend ce que disait Jung, c'est-à-dire, il disait, chaque événement qui nous arrive est la projection d'une instance psychique qui n'a pas été intégrée par l'inconscient. Ah, okay. Et donc, du coup, l'événement est simplement le miroir du message de notre inconscient qu'on n'a pas compris. Et donc, ce qui justifie la lecture symbolique de l'événement. Donc, je prends l'astrologie comme ça, ou l'événement comme ça, c'est-à-dire, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans certains cas, certains thèmes astrologiques, l'événement qui est écrit entre guillemets sur le thème astrologique ne se produit pas, parce que la personne a intégré et métabolisé le sens dont il aurait été porteur. Donc en fait, il faut savoir si on travaille sur le sens, sur l'objet ou sur le soi quand on fait de l'astrologie. Oui, c'est intéressant la distinction que tu fais entre prévoir et prédire. C'est ça que dans la notion de prédiction, il y a cette espèce de notion de fatalité. Oui, voilà, les choses sont dictées par la parole. On a dit,
Donc, c'est ça. Parce qu'on est aussi dans une culture biblique où la parole vient de Dieu et qu'elle est donc inviolable et absolue. Donc, on sait aussi que tout ce qui est écrit est supposé être vrai, alors que ce qui est simplement de l'ordre du bavardage l'est moins, etc. Donc, on a ce système de représentation qui fait que un livre est plus sérieux qu'un interview, d'une certaine manière, parce que ça renvoie au livre, en réalité. Donc tout ça, c'est des systèmes de représentation dont il faut aussi se dégager, hein. Et qu'en fait, on est fondamentalement libre, mais on est libre si on voit et on observe nos conditionnements pour pouvoir les utiliser comme des conditions pour notre développement intérieur vers la lumière du soi. Sinon, si on se raconte qu'on est libre et qu'on refuse de voir ces conditionnements, on est juste manipulé comme une marionnette. Donc, voilà, quoi. C'est ça. Donc, l'astrologie. Vas-y, je t'en prie. Oui. Tu m'entends? Oui, voilà. Donc, l'astrologie. C'est intéressant de regarder ce paradoxe parce que la science nous raconte qu'on est libre, mais elle ne voit dans l'univers que des lois causales, c'est-à-dire déterministes. Alors que l'astrologie, qui est un outil symbolique qui est supposé, lorsqu'il est utilisé comme ça, nous rendre libres, est considéré comme une fatalité par les gens, et notamment par ceux qui sont plus dans une approche scientifique. C'est une absurdité conceptuelle. L'astrologie est un outil de liberté, la science est un outil de déterminisme, et non pas l'inverse. C'est rigolo parce que j'observe chez certains chercheurs aujourd'hui que justement la problématique du déterminisme commence à être un peu brisée, attaquée, si tu veux, par quelque chose qui est le retour au sens, etc. Et on voit bien que une partie de la recherche scientifique commence à dire, bon, va peut-être falloir qu'on réintègre cette notion dans nos modèles cosmologiques, parce que là, il nous manque un bout et on n'arrivera pas à expliquer quelque chose. Alors, elle est un peu brisée par la mécanique quantique, mais bon, moi, j'ai discuté avec des gens qui ont un prix Nobel de mécanique quantique et ils disaient c'est déterministe, la mécanique quantique. Donc, il y a des vrais débats là-dessus, hein. Parce que dès qu'on parle de probabilité de présence, c'est compliqué. On ne sait pas s'il est déterministe ou pas en réalité. Mais ça ne dit rien, encore une fois, sur la question du sens. Et c'est le sens soit qu'on donne à nos vies, soit qu'on révèle, qu'on se laisse révéler à travers nous, qui va donner cette liberté à la personne. J'aime bien ce que disaient les Grecs anciens. Ils disaient notre seule liberté est d'accomplir notre destin. C'est très joli. Ce qui permet de faire la synthèse entre ces deux postures, c'est-à-dire on est effectivement, mais ça cette fois-ci, chacun d'entre nous est habité par un destin, mais au sens métaphysique du terme, et non pas au sens physique et événementiel du terme. Et notre liberté, c'est d'aller accomplir ce destin. On n'est pas obligé d'accomplir son destin, mais si on est à l'écoute de soi-même, ça nous apparaît comme une évidence, et à ce moment-là, on ne se pose plus la question de la liberté. C'est très intéressant ce que tu soulèves en disant ça. C'est parce qu'il y a une idée que, si tu veux, que je défends entre guillemets bec et ongle, c'est que la nature est un paradoxe gigantesque en fait. Oui, absolument. De dire que la liberté, c'est d'accomplir son destin, ça comporte un déterminisme en soi qui est nous sommes déterminés à incarner un destin particulier. Et on a toute la liberté du monde de le faire dans le sens qu'on désire le faire. Donc il y a aussi une marge de manœuvre qui implique un champ des possibles infini, finalement. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut s'habituer à lire tout ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous comme la conjonction des opposés. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça évite de tomber dans ce piège radical qui est de dire il y a les bons et les mauvais, il y a l'axe du mal et il y a l'axe du bien, parce que l'axe du mal, c'est forcément les autres et l'axe du bien, c'est forcément nous, hein. Donc ça, c'est une pensée manichéenne qui va contre le vivant. Et c'est aussi une pensée scientifique, hein, puisque la science, d'une certaine manière, va contre le vivant, puisque pour comprendre, elle doit disséquer la souris qu'elle a dans son laboratoire.
Par contre, ça c'est Jung hein, qui nous a apporté ça, c'est-à-dire cette pensée de la conjonction des opposés. Pourquoi elle est non seulement éclairante, mais elle est utile parce que c'est le mécanisme fondamental du vivant. Le vivant, notre corps biologique est en permanence entre la vie et la mort. C'est-à-dire on a en permanence des cellules qui vivent et des cellules qui meurent, ce qu'on appelle l'apoptose sur le plan cellulaire. Et on sait aujourd'hui que l'apoptose, ce n'est pas une cellule qui est malade et qui s'en va parce que les autres disent dégage, hein. C'est juste une cellule qui ne reçoit plus d'informations des autres cellules de son environnement. Autrement dit, la mort cellulaire est liée à l'isolement et n'est pas liée à la défaillance technique. Donc là encore, c'est un grand message symbolique. Complètement. Ah, c'est extra. C'est ça, il y a tout dans la nature, comme on dit toujours. Alors, pour centrer un peu sur l'astro, après on ne va pas tarder à aller se tourner un petit peu vers les questions. On a donc, en fin de compte, un moyen, un système symbolique qui s'appuie sur, en partie sur quelque chose d'observable, c'est-à-dire le ciel, et en l'occurrence le système solaire. Alors, dans ta compréhension personnelle de la chose, comment tu penses, toi, que on a pu établir un lien entre le ciel et justement la condition humaine et la condition personnelle humaine et aussi de l'humanité, si tu veux. Ça pose la question de l'origine de la connaissance astrologique. C'est assez compliqué. À mon avis, il y a plusieurs sources. D'une part, c'est cette époque sumérienne, babylonienne, où l'observation du ciel était liée à... Enfin, c'était surtout pour les rois à l'époque. Hein, on ne faisait pas de thème individuel. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'astrologie a beaucoup évolué. Elle n'est pas restée au Moyen-Âge, comme on le dit parfois. Donc, d'une part, il y a cette connivence entre le mythe et le ciel astrologique qui apporte des informations. Il y a bien sûr l'expérience de consultation qui apporte aussi beaucoup d'informations. Il y a la lecture symbolique qui va apporter des informations, comme on l'évoquait pour Mars, la couleur rouge, les canaux, la voix du héros, etc. Après, il y a sans doute des gens qui ont des contacts directs avec ce champ de connaissances et qui apportent aussi des choses. Donc les approches sont multiples en réalité. Il y a des gens comme Rudyard au siècle dernier, Dan Rudyard, qui a beaucoup apporté à l'astrologie en lui donnant une dimension philosophique. Lise Green, qui est psychanalyste jungienne, qui a appliqué la psychanalyse jungienne à l'astrologie. Donc il y a de vrais travaux qui ont été faits, de recherche, hein, qui fait que les choses avancent, la connaissance s'amplifie, et aussi bien sûr l'expérience des consultations, qui est à chaque fois une espèce de laboratoire où il y a où l'astrologue peut travailler sur du vivant et vérifier et rectifier ses connaissances. Donc tout ça, c'est en mouvement en réalité. Il n'y a pas de... c'est un travail de réflexion qui est en marche en permanence, la pensée astrologique. Finalement, ça rejoint la grande marche du monde pour tous les domaines, quoi, au final. Hein. Oui. Alors oui, parce que donc c'est pas comme quelque chose qui est révélé en réalité, hein, comme la pensée religieuse. C'est quelque chose qui se travaille, mais avec une matière subjective, avec la matière du sens, mais exactement comme la pensée scientifique se travaille en permanence. C'est ça. Alors, du coup, une autre question peut-être un peu plus technique, enfin je ne sais pas, mais comme tu l'as dit, l'astrologie a évolué, donc son système technique aussi a évolué automatiquement. On avait, avant les 7 planètes, on n'allait pas au-delà de Saturne, jusqu'à une certaine époque, puis après on a commencé à parler de planètes transsaturniennes. Alors, il y a une question, moi, que j'ai envie de te poser, je serais curieux de savoir comment tu regardes la chose. On parlait de Mars tout à l'heure, donc Mars, on peut facilement l'attribuer à Arès, donc à toute cette dimension guerrière, etc. Bon, c'est une caricature, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de lectures à prendre dans cette planète. Et puis, quid, si tu veux, à l'époque, en tout cas, de Hadès, du signe du Scorpion, qui aujourd'hui se retrouve attribué à Pluton, qu'on ne connaissait pas à l'époque.
Alors, est-ce qu'on peut se tordre l'esprit, entre guillemets, pour se dire, mais est-ce que finalement, la mythologie n'avait pas anticipé à sa manière la découverte dans l'observable de planètes nouvelles? À ce moment-là, on pourrait enrichir le modèle comme ça. Ou est-ce que c'est simplement, entre guillemets, bon, moi j'y crois pas personnellement, mais le fruit du hasard, quoi, si tu veux. Oui, oui. Bah, bon, alors, quand même, Mars reste le maître du Scorpion, hein, dans la pratique astrologique, même si on a rajouté effectivement Pluton, qui est le second maître de Scorpion. Donc, ça n'a pas enlevé Mars. Par contre, effectivement, là, il y a une espèce de magie du cosmos, hein, c'est-à-dire, on a effectivement nommé Pluton d'après le dieu du monde souterrain, Neptune d'après le dieu des grandes eaux, et Uranus, c'est Uranos, le dieu du ciel. Donc, et il se trouve que dans la symbolique et dans la fonction opérative de ces trois dernières planètes, elles fonctionnent en fonction de la nature de ces dieux-là, même s'il faut effectivement ajouter quelques nuances. Mais on raconte cette histoire que, alors c'est pas Herschel, j'ai oublié le nom de la personne, Le Verrier, qui a découvert Neptune. Je sais pas si c'est vrai, mais on raconte cette histoire qu'il voulait la nommer lui donner un autre nom. Et puis un jour, le lendemain, il se réveille, il fait un cauchemar, il a eu un rêve, il a vu en rêve le dieu Océanos, donc Neptune, qui lui dit « Tu appelleras cette planète par mon nom ». Donc on a cette espèce de puissance de l'inconscient collectif qui fait que les planètes sont bien nommées d'une certaine manière. Donc est-ce qu'il y avait déjà cette connaissance des planètes avant? Je ne pense pas. Par contre, ou alors elle l'était, mais dans l'inconscient collectif, on va dire ça. Par contre, effectivement, elles se sont révélées et réveillées à la conscience humaine, respectivement en 1781, découverte d'Uranus, 1846, découverte de Neptune, et 1930, découverte de Pluton. Et si on regarde les événements dans l'histoire humaine à ce moment-là, donc 1781, 8 ans avant la Révolution française, donc le grand éveil de la liberté et du désir de transformer l'homme par l'éducation, donc qui est quand même le symbole d'Uranus. 1848, publication 46 du manifeste du Parti communiste, hein, qui a donné ce mouvement politique fondé sur l'abolition des frontières, qui est quand même, qu'on appelle le communisme, et qui est quand même très lié à la symbolique de Neptune, du dieu de l'océan qui traverse qui est sans limite. Et puis 1930, découverte de Pluton, 3 ans avant que Hitler arrive au pouvoir au Reichstag en 1933, et que la forme politique de Pluton prenne le visage du fascisme. Donc ces trois pouvoirs, liberté, camaraderie, Neptune, et Pluton, l'adoration du chef, sont arrivés dans le monde politique au moment de leur découverte, simplement symboliquement parce que l'humanité a contacté pour la première fois en conscience ces pouvoirs-là qui ont été révélés par le symbole de leur découverte. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'agissaient pas dans le passé sur le plan collectif. Hein. Au moment de la terreur de 1792-94, on avait une opposition Uranus-Pluton. Donc effectivement, les forces de pouvoir, Pluton, ont détruit la liberté, au nom de la liberté d'ailleurs, avec Saint-Just et Robespierre, à l'époque de la Terreur. Donc ils ont agi, mais de façon archaïque, primitive, sauvage, comme une donnée non intégrée dans l'inconscient collectif. Alors qu'avec le nazisme, pour la première fois dans l'histoire, un système a revendiqué le culte du chef et la hiérarchie des races, etc., tout ce qu'on connaît dans le nazisme. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ces trois pouvoirs, Uranus, Neptune, Pluton, existaient dans l'inconscient collectif, mais ils se sont devenus conscients durant les 3 derniers siècles. Oui, c'est pour ça que on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que plonger, entre guillemets, dans un outil comme l'astrologie, c'est comprendre ce qui peut-être se préfigurera, non pas dans le sens prédire pour pouvoir avoir, comment dirais-je, une dominance sur les événements, mais simplement pour se préparer à accueillir quelque chose on va accoucher quelque chose, en fin de compte, dans la matière. Et quelque chose
C'est apprendre à naviguer, hein. C'est-à-dire le gouvernail sur un bateau, c'est lui qui va diriger notre bateau personnel ou le bateau collectif, si on est dans le champ du politique, en lui donnant une information, c'est-à-dire une orientation géométrique simplement. Le gouvernail, c'est pas une puissance, c'est juste une information qui oriente le bateau, du fait de sa position géométrique sur la quille. Et par contre, les grandes vagues, les grands courants, le souffle et la mer, pour parler symboliquement, sont les grandes forces qui habitent le monde du sens et qui sont décodées par le langage symbolique. Donc lorsqu'on voit le vent, lorsqu'on voit les vagues, la conscience humaine est libre de choisir, de donner l'information juste pour prendre la bonne direction en fonction de l'esprit du temps qui se manifeste à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire maintenant. Donc l'astrologie est un outil de gouvernement, puisque de soi et du politique, si je puis dire, parce que justement, c'est l'information qui nous permet d'orienter le gouvernement. Ok, dans un but de révélation. Dans le but, alors idéalement dans le but d'aller vers le contact du soi sur le plan individuel, et d'aller vers un monde équilibré, et c'est plus compliqué sur le plan collectif. Parce que la conscience collective est bien moins évoluée que la conscience individuelle. Ouais. Donc c'est plus compliqué en réalité. Peut-être que sur un plan collectif, ce serait un outil qui permettrait d'apprendre à trouver ce point d'équilibre qui permet d'émanciper un monde qui, sans qu'il soit parfait, parce qu'on n'est pas en une quête de perfection. Non, un monde n'est pas parfait, parce qu'un monde parfait serait un monde qui n'aurait plus d'histoire, qui n'évoluerait plus. Voilà. Mais voir l'astrologie dans les grands courants, dans les grandes histoires politiques, comme aujourd'hui, hein, puisqu'on n'est pas dans un moment neutre, hein, triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, on voit bien que les forces de pouvoir, les forces de contrôle, les forces qui créent des murs, donc pouvoir, contrôle, Pluton, les créer des murs, Saturne, sont manettes aujourd'hui. Et si on regarde dans l'histoire, ils ont été. Alors, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la panique. C'est la peur de la métamorphose, la peur de la transformation, la peur de l'étranger, la peur de l'autre, etc. Bon, la peur du virus. Bon. Mais si on regarde quand est-ce que la paranoïa collective s'est emparée de l'histoire, on peut regarder les précédentes conjonctions Saturne-Pluton, 1913-1914. Ensuite, c'était 1947-48. Alors, des États un peu paranoïaques qui se sont construits sur la peur, c'est la naissance d'Israël, partition de l'Inde, etc., avec tous les massacres qui ont eu lieu en Inde, notamment, et également le macartisme aux États-Unis entre 1949 jusqu'en 1953. Une vraie paranoïa collective, hein, qui s'est mis en place aussi. Et donc aujourd'hui, nouvelle conjonction Saturne-Pluton, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire cette espèce de paranoïa collective qui va contre les libertés individuelles et qui nous sert un discours de peur pour que les gens restent enfermés chez eux, et qui, j'ai été très choqué, j'ai vu dans l'Express il n'y a pas longtemps, pour ne pas le citer, un article qui disait que Edgar Morin, le professeur Raoult, Michel Onfray et Luc Montagnier distribuaient des fake news. Donc on est dans une espèce de censure de l'information qui est terrifiante. Donc reprise en main par le pouvoir Saturne-Pluton qui se cristallise parce qu'il y a une peur panique du changement, reprise en main des collectivités. Donc c'est important de voir ça, parce que quand on voit que c'est dans le ciel astrologique, on peut voir, un, que ça va passer, et deux, que c'est des fantasmes collectifs qui envahissent périodiquement l'humanité, au même titre que le macartisme dans les années 50. Bien sûr, bien sûr. Et j'aime beaucoup quand tu dis effectivement que ça, en fait, ça nous appelle à nous transformer, à nous métamorphoser, et que, effectivement, ça fait peur parce qu'il y a un facteur X, c'est-à-dire se métamorphoser, oui, mais en quoi? Et c'est là où, en fait, la peur se manifeste, quoi. Justement, c'est là où il ne faut pas poser la question. Parce que si on a une idée de en quoi, on est déjà dans la continuation du vieux monde et de la vieille existence. Donc la métamorphose suppose d'accepter de mourir. Mais accepter de mourir, ce n'est pas une jolie phrase. Il faut accepter de mourir jusqu'à l'espérance de renaître. Parce qu'on dit mourir pour renaître, bon, c'est sympa, mais
il faut mourir jusqu'à l'espérance de renaître, sinon on ne joue pas le jeu. Et à ce moment-là, c'est le sens qui va se révéler et le nouveau monde va se construire d'une manière épigénétique, c'est-à-dire un pas après l'autre, dans une révélation progressive du sens. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre des prophètes, ce n'est pas la peine d'attendre des chefs qui vont nous dire quoi que ce soit. C'est juste utile de s'ouvrir à l'esprit du temps et de sentir son souffle, à la fois individuel et collectif, pour l'accompagner dans ses mouvements. Et donc, la face lumineuse, effectivement, de Saturne-Pluton, c'est la traversée de nos peurs paniques et de nos résistances les plus profondes pour aller vers la métamorphose. Eh ben, les amis, Luc Biget vient de vous expliquer pourquoi j'ai baptisé cette chaîne La Voix du Phénix. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé, c'est vrai. Ensemble, belle. Écoute, on a défriché beaucoup de choses. Je te remercie encore. C'était exquis, comme on dit. Et j'espère, je crois que tout le monde a énormément apprécié. Est-ce que tu es d'accord, Luc, qu'on réponde à quelques questions avant qu'on se quitte? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour toi, ouais. Oui, parce que dans le chat, il y en a pas mal. Alors, les amis, vous pouvez y aller, hein, c'est le moment, bien entendu. Alors, Can Solaris qui nous dit: une planète comme Saturne pourrait-elle être liée au cerveau gauche indirectement? Il y a 20 ans, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, je me méfie un peu de ces grilles de lecture cerveau droit, cerveau gauche. Parce que d'une part, les concepts scientifiques, enfin la recherche scientifique a beaucoup évolué. Et d'abord, c'est culturel, hein, cette histoire cerveau droit, cerveau gauche, mais ça on le savait déjà, puisque les Japonais ou les Chinois n'ont pas cette différenciation hémisphérique, hein. Et ensuite, on a découvert depuis l'incroyable souplesse du cerveau. C'est-à-dire, par exemple, si on fait une hémisphère, si on enlève un hémisphère cérébral chez une enfant, c'est des expériences qui ont eu lieu pour des raisons médicales. Si on enlève l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit va reprendre toutes les capacités des deux cerveaux et va fonctionner normalement. Donc, la souplesse extraordinaire de notre cerveau ne nous permet plus d'être dans cette liste cerveau droit, cerveau gauche. Alors, ceci dit, il y a des planètes qui sont dans la séparativité, des planètes qui sont dans l'inclusivité. Saturne, Mercure, Mars, entre guillemets, cerveau gauche, sont dans la séparativité, puisque Saturne va mettre des murs pour se protéger et pour créer un enclos de solitude dans lequel on va pouvoir croître et découvrir son soleil. La solitude est solaire, d'un certain point de vue, ce n'est pas seulement l'isolement. Mercure est séparatif, c'est-à-dire la pensée, l'analyse, c'est la pensée scientifique. Hein. Elle coupe le sujet de ce dont il observe. Parler, c'est aussi mettre un mur pour se protéger, si on veut parler, je veux dire bavarder, c'est mettre un mur pour se protéger, pour ne pas être touché par la parole de l'autre. Et Saturne, Mercure et Mars. Mars, évidemment, est séparatif, hein, c'est-à-dire quand on donne un coup de poing sur quelqu'un, on se sépare de lui. La colère est séparative. L'engagement dans le monde est séparatif, parce que quand on s'engage, évidemment, on ferme toutes les autres possibilités, etc. Donc, on a des planètes séparatives, on a des planètes inclusives, Jupiter, Vénus et la Lune, on peut rajouter Neptune. Inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience va s'ouvrir et accueillir. Alors la Lune, elle accueille les rêves, elle accueille l'intimité de la personne, elle accueille les proches et les enfants symboliquement, c'est-à-dire tout ce qui nous touche personnellement. Vénus, l'amour, va accueillir les sujets, l'amour, l'art, la beauté, va accueillir tout ce qui a pour nous de la valeur au sens profond du terme. Et Jupiter va élargir l'accueil à la communauté, c'est-à-dire à tout ce qui nous crée des communautés de ressemblance. Et Neptune, enfin, va s'ouvrir à l'ensemble de la totalité de l'humanité et des autres règnes vivants. Donc on a bien dans notre thème astrologique et dans notre psyché des fonctions séparatives, des fonctions inclusives et des fonctions identitaires comme le Soleil ou Pluton. Donc
Donc l'important, encore une fois, c'est de voir que ces trois pôles de l'existence. Héraclite parlait de l'amour et de la haine comme étant les deux facteurs qui organisaient le monde. L'amour qui est la force qui rassemble, la haine qui est la force qui sépare. Euh, Encore conjonction des opposés. Bien sûr. Ouais. Donc, donc oui, on peut dire que Saturne est entre guillemets cerveau gauche, mais plutôt dans une lignée Mercure-Mars. Et Mercure-Mars-Uranus également, qui est séparatif aussi. Ah, est-ce que finalement, moi j'ai tendance à regarder les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on parle d'une propriété de Saturne, admettons là, une propriété symbolique, mais comme tu l'as soulevé, fabriquer des murs, s'isoler, construire un espace à l'intérieur duquel on peut croître dans la solitude, génère aussi du bon, révèle des choses merveilleuses, donc en fin de compte, on ne peut jamais vraiment dire une planète est bonne, une planète est mauvaise. Non. Par là. On devrait dire une planète est ombre et lumière, au sens jungien toujours. Et l'aspect lumière de Saturne, c'est quoi? Elle est donnée très clairement par la mythologie, c'est-à-dire Saturne est le seul dieu qui est enceint de ses œuvres, de ses enfants. Puisqu'il avale les enfants de Gaïa, il avale ses enfants qu'il fait avec Héra dès qu'ils sont nés pour ne pas être détrônés. Donc, et après, à un moment, il va les vomir, et donc ces enfants vont naître une deuxième fois. Donc Saturne, c'est la planète qui nous permet de découvrir la joie intérieure, la maturité intérieure qui va nous amener à la seconde naissance, à la naissance du soi. Donc l'isolement, en réalité, l'isolement nous ouvre sur l'infini. Et ça, c'est la fonction lumière de Saturne. Mais dans un monde très extériorisé, on voit bien sûr sa fonction ombre, que sa fonction ombre souvent, mais aller au fond d'une solitude, c'est découvrir le soleil intérieur. Et donc devenir enceint de soi-même et être capable ensuite de vomir ses œuvres, c'est-à-dire de produire quelque chose qui a du sens pour l'histoire. Ok, alors j'ai d'autres questions. Une autre question, Aurel Inox. Bonjour, pouvez-vous définir l'énergie archétypale de la planète Terre? C'est une bonne question. Alors, là, je vais répondre à côté, parce que je n'ai pas de réponse directe. Je vais répondre à côté de deux manières. La première, c'est de dire que sur le thème astrologique, la Terre, c'est le point opposé au Soleil, si on veut le trouver. Sur le même degré, mais dans le signe opposé au Soleil. Et dans la pratique, c'est souvent le degré, le symbole saillant de la Terre donne une synthèse du thème en réalité, et donc est souvent très intéressant. Le deuxième élément de réponse, c'est que je pense que la Terre est liée à la grande déesse de toute manière, et à la figure du féminin. Parce que la grande réussite de la Terre, c'est pas tellement les mammifères et encore moins Homo sapiens, qui a une fonction très ambiguë par rapport à elle, en réalité, puisqu'elle est en train de le détruire, etc. C'est la nature elle-même, c'est le monde végétal. Et le monde végétal, si on en croit les peuples premiers, est l'épiphanie de la grande déesse, c'est-à-dire les lois du monde végétal sont l'expression visible des lois de la grande déesse. Donc la Terre a probablement une fonction du reste, c'est Gaïa, hein, qui est fécondée par Uranus, le ciel étoilé, donc elle a un rôle féminin en fait. Donc la Terre va représenter l'essence du féminin, depuis le côté grande déesse dévoreuse, castratrice, qui fait elle empêche la libération de Chronos, elle empêche l'individuation, jusqu'à cette essence du féminin qui est de l'ordre d'une pure présence du monde magique qui va transmettre le monde du sens, par l'inspiration créatrice, par l'intuition, etc. Donc, il faut aller chercher du côté du féminin pour comprendre la Terre, en fait. Et du monde magique, et du monde du mystère, et du monde de la beauté en même temps. De la beauté. Ok. Eliane Sidomo qui te demande, Luc, que pensez-vous de la géomancie?
Alors, je ne connais pas bien la géomancie. J'avais essayé un tout petit peu, mais il y a très longtemps, et j'avais eu des résultats intéressants. Euh, bon, je n'ai pas suffisamment exploré pour en avoir une idée précise, mais de mon point de vue, ça fait partie des systèmes de modélisation du monde du sens, hein, comme le Yiking, comme le tarot et comme la Kabbale, qui est plus abstraite quand même, ou l'astrologie. Ok. Voilà, Eliane. Alors attends, on va remonter un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Alors ça, on en a parlé. J'ai vu Laetitia qui, voilà. Alors, comment, selon le positionnement, pouvons-nous travailler à la connaissance de soi? Alors, j'imagine que tu parles du positionnement des planètes, Laetitia, dans le thème. Enfin, c'est ce que j'entends moi. On va partir sur l'idée que ta question sous-entend ça. Donc, Luc, du coup, comment, selon le positionnement des planètes dans le thème natal, finalement, on peut travailler à la connaissance de soi? Bah, c'est un peu en même temps la définition et le but de l'astrologie, c'est-à-dire c'est un outil de connaissance de soi. Après, le thème astrologique va nous dire il y a plusieurs manières de l'aborder. Encore une fois, on peut avoir une approche karmique et travailler sur la croix du noir. On peut travailler plus sur les luminaires. Disons, la lecture symbolique du thème astrologique nous dit au fond qui on est. C'est notre vraie carte d'identité céleste. Donc, à partir de là, c'est vraiment des questions d'interprétation. Je ne sais pas trop comment répondre autrement à cette question, sans entrer dans les détails d'interprétation du thème. Oui, bien sûr. Alors, Laetitia, toujours juste au-dessus, te demandait, Luc, je vous ai entendu parler des planètes que vous décrivez comme conscientes, inconscientes et extra-conscientes, si je ne me trompe pas, dans les termes. Pouvez-vous expliquer ça? Alors, je ne crois pas avoir parlé de ça, mais ça, c'est l'approche psychanalytique de l'astrologie, développée par André Barbeau notamment, où il disait effectivement, il y a des planètes du conscient, Soleil, Mercure, qui sont des planètes rapides, le maître de l'ascendant. Il y a des planètes du sein, de l'inconscient, comme Mars, comme Jupiter, et des planètes du surconscient, je crois qu'on peut plus utiliser ce terme, qui sont notamment Uranus. Mais bon, c'est une grille de lecture un peu psychanalytique. Je pense que toutes les planètes peuvent être conscientes, inconscientes ou surconscientes dans un thème astrologique. Par contre, il y a des planètes personnelles, c'est-à-dire qui parlent de l'intimité de la personne, comment je pense Mercure en signe et en aspect, quelle est ma manière d'aimer Vénus en signe et en aspect, quelle est ma manière de me protéger, de me sécuriser, quels sont mes besoins, c'est la Lune en signe et en aspect, donc tout ça c'est de l'ordre de l'intime. Il y a des planètes sociales, c'est-à-dire notre manière de nous engager dans le monde, notamment Jupiter, alors Mars, Jupiter et Saturne. Mars, c'est les projets et l'ambition et ma manière de me faire une place au soleil, en signe, en aspect, en maison, toujours pareil. Jupiter, c'est ma manière de m'intégrer socialement. Les valeurs que je voudrais, à la fois les valeurs que je voudrais faire reconnaître par la société, et ma manière à moi de participer au monde. Et puis Saturne, c'est le type de responsabilité sociale et de fonction qu'on prend dans la vie professionnelle. Et enfin, on a une troisième catégorie de planètes qui sont les transpersonnelles, c'est-à-dire qui sont les planètes Uranus, Neptune, Pluton, c'est-à-dire comment je vais m'ouvrir, je vais le formuler en termes théologiques, comment je vais m'ouvrir à la pensée de Dieu, Uranus, à l'amour de Dieu, Neptune, et à la volonté de Dieu, Pluton. Mais encore une fois, le champ de conscience n'est pas écrit dans le thème. Donc toutes ces planètes, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Alors évidemment, on a plus de chances que les transpersonnelles soient inconscientes, parce qu'on est rarement, je dois dire, ouvert à ces champs-là. Mais encore une fois, le degré de conscience d'une personne n'est pas inscrit dans son thème astrologique. Pour le comprendre, il suffit de réfléchir au fait que le vermisseau qui est né en même temps que vous a le même thème astrologique que vous. Le vermisseau, vous savez, qui était à côté de vous au moment de votre naissance, il a exactement le même thème astrologique. Pourtant, vous n'avez pas une vie de vermisseau, enfin, en tout cas en général. Donc,
Ah, bon. Donc simplement, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas le thème astrologique, c'est l'organisme biologique. Et donc c'est la qualité et la subtilité et la finesse de l'organisme biologique qui va nous permettre d'être réceptifs plus ou moins intensément euh, aux grandes forces qui nous traversent de l'intime au transpersonnel. Donc, d'où cette idée importante que la qualité du corps est essentielle pour, pour l'ouverture de la conscience, l'élargissement de la conscience. Mais on le sait en même temps. C'est pour ça qu'on fait du sport, par exemple. Bien vu. Bien vu, bien vu. C'est clair. Ou de la méditation dans notre champ de lecture. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça m'évoque une question. Je me disais, moi, si tu veux, que un thème natal, donc quand on commence à le travailler, à le découvrir, on va se rendre compte qu'il subit les mouvements du vivant. Alors, en astrologie, on parlera peut-être des transits, donc ces planètes qui vont venir influencer la dynamique de notre thème natal. Là, va se révéler des choses, c'est-à-dire que des éléments qui étaient peut-être inconscients à une période de notre vie, via les transits planétaires et les événements qui se déroulent et ce qu'on peut du coup en comprendre, révèlent des parties du thème. Et est-ce qu'on peut dire qu'un thème, alors c'est présomptueux peut-être, hein, est-ce qu'on peut dire qu'un thème peut devenir pleinement conscient quand la personne travaille sur elle-même, avance sur un chemin de réalisation et que du coup ces transits vont venir secouer la dynamique pour la réveiller, etc. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des éléments qui resteront inconscients sur la carte ou est-ce que finalement il y a une possibilité vraiment de conscience qui révèle l'intégralité du thème? Je pense que je ne le formulerai pas comme ça. Enfin, si on le formule comme ça, plutôt, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque la conscience s'élargit, lorsqu'on devient de plus en plus conscient de qui on est, au fond, lorsqu'on réalise de plus en plus la nature de son thème astrologique, on va le dire comme ça, on devient de plus en plus perméable à l'inconscient collectif. Et donc, on va toucher à ce moment-là ou se sentir concerné, voire même habité par ce que j'appelais tout à l'heure l'esprit du temps, c'est-à-dire les grandes forces qui dirigent le navire et qui font que soulèvent des grandes vagues dans notre histoire. Autrement dit, notre histoire est de plus en plus connectée à l'histoire du monde. Alors on peut suivre ce chemin, mais on n'en finit jamais. Parce qu'à ce moment-là, si on travaille par exemple sur un exemple, la question de la souffrance, je peux résoudre des souffrances personnelles et traverser parce que j'ai fait une thérapie. Après, je vais résoudre des souffrances liées à mon âme généalogique et rencontrer, nettoyer les mémoires d'angoisse, de viol, etc., de ma lignée familiale. Et puis, si je continue encore, je vais rencontrer les angoisses de la guerre de 45, de 14, de la grande peste noire, etc. etc. Donc, je vais remonter jusqu'à Adam et Ève. Donc, c'est mission impossible. C'est mission impossible de s'ouvrir totalement dans ce genre de travail thérapeutique pour, au nom de la connaissance de soi, arriver à la connaissance de l'âme du monde. C'est-à-dire des mémoires produites par l'histoire du monde. Donc à un moment, il faut sortir de la matière du monde. C'est-à-dire il faut sortir de son thème astrologique et de tous ces systèmes d'existence pour rentrer dans le soi, pour rentrer dans cet espace de non-temps, et ça s'appelle la libération en réalité, ou l'éveil. C'est-à-dire... Et peut-être qu'à partir de ce point d'éveil, mais ça je ne sais pas, on peut travailler pour le nettoyage des mémoires du monde, des mémoires de souffrance du monde. Ça, c'est ce que font les bodhisattvas, mais enfin ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc simplement, je voudrais mettre en garde contre ce travail de développement personnel qui conduit à rencontrer des souffrances qui ne nous appartiennent pas et liées à l'arbre transgénérationnel ou à l'histoire du lieu dans lequel on vit, ou de la ville ou du pays dans lequel on vit, parce qu'elles sont encore prégnantes, existantes, alors qu'on peut croire à tort que ce sont les nôtres, alors que ce ne sont pas du tout les nôtres. Donc à un moment, il est important de se désidentifier de toutes ces images.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Irène, si j'ai bien compris, l'humanité vit des cycles, dont des temps de terreur. Finalement, nous ne sommes pas libres. Nous permettra-t-on de vivre cette terreur dans la paix? Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, Luc, ça? Tu veux que je te la reformule, la question? Oui, je veux bien que tu me reformules. Oui. Alors, l'humanité vivrait donc des ouais, cycles. d'accord, je crois que j'ai compris. Vas-y, vas-y. C'est la question de l'interaction du personnel et du collectif. C'est-à-dire, enfin, si j'ai bien compris, il y a des périodes de terreur collective, de terreur, pour le dire comme ça. Et du coup, on est pris par la grande vague et on vit soi-même cette terreur, même si elle appartient à l'histoire du collectif. Tout à fait. Donc oui, alors l'être humain l'être psychique est un être, comment dirais-je, il est comme la goutte d'eau au milieu de l'océan, comme le tourbillon de la rivière, c'est-à-dire il n'est pas séparé du monde extérieur. J'aime bien cette expérience. Jung disait la conscience l'ego est une crispation de la conscience, c'est-à-dire c'est le tourbillon au milieu de la rivière. Donc donc oui, là encore, on est dans le paradoxe, c'est-à-dire le meilleur service qu'on peut rendre à l'humanité, c'est d'être un point de lumière dans le monde. Mais pour ça, ça veut dire, je ne parle pas de la lumière idéaliste, projective ou romantique, je parle de cette lumière qui vit au tréfonds de notre cœur et qui nous a surpris un jour et qui nous provoque, nous entraîne dans un espace de paix profonde ou de joie, ou peu importe. Et à partir de là, on peut, comment dirais-je, dissoudre progressivement les miasmes du monde, c'est-à-dire de notre environnement proche et du monde de plus en plus lointain. Et en même temps, courant toujours le risque d'être submergé par l'histoire du monde. Donc c'est un espace paradoxal en permanence. Ouais. De danger, de danger. Bon, voilà. Ah bah si, c'est bien. J'ai pas de recette. Hein, ouais. Si on avait une, ça se saurait. Ça se saurait, oui. Alors, le Catarose nomade, ben voilà, là voilà notre ami Nathalie. Voilà. Bonjour Nathalie. Alors, Luc, tu dis, un jour, les sens deviendront des intermédiaires entre le royaume de l'esprit et celui de la matière. À ce moment particulier et historique de notre histoire, quelle modification, bouleversement perçois-tu en ce qui concerne le cœur? Je crois que on n'a plus le choix que d'aller vers un monde de bienveillance. Et aujourd'hui, ce qui se passe quand même, malgré tout ce que je disais tout à l'heure sur la panique et la peur, conjonction Saturne-Pluton Capricorne, on a quand même pour la première fois dans l'histoire une guerre où c'est une guerre pour la santé, non pas une guerre pour la mort. Il n'y a pas d'ennemis à tuer, il y a juste que des gens à guérir. Et ça, on entre dans une dynamique du cœur. C'est-à-dire, on a tué, on a mis en cause, on a pris le risque de remettre en cause l'économie, c'est-à-dire la logique production-consommation, c'est-à-dire la logique du ventre et du désir, le petit bassin, pour rentrer et honorer des gens qui sont dans le cœur parce qu'ils sont dans le dévouement pour la guérison pour les autres. Le cœur étant par ailleurs le grand guérisseur dans la logique symbolique du corps humain. Donc je pense qu'effectivement, si on voit ça comme ça, on est dans une espèce de prémisse de changement de civilisation qui fait que les plus importants aujourd'hui, ce n'est pas les traders qui veulent faire du commerce, mais c'est les infirmiers et les infirmières qui sont dans le dévouement et la bienveillance pour sauver des vies. Donc on peut changer de paradigme en réalité aujourd'hui, si ça, c'est pas oublié, c'est-à-dire si après la pandémie, on ne retourne pas dans une espèce de folie furieuse pour faire comme avant. Donc, mais en tout cas, même si on fait comme avant après, il y aura d'autres pandémies qui nous reviendront à la figure. Et donc, pour moi, c'est le premier pas, une espèce de prémisse qui fait que l'humanité, pour une fois, et ça c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, on ne se bat plus pour tuer, on se bat pour sauver. Et ça, c'est vraiment la présence de l'énergie du cœur qui est en œuvre aujourd'hui dans ce monde.
Donc c'est une note plutôt optimiste, je trouve. Ah, je partage à 100% ce point de vue. Je me faisais la réflexion, c'est rigolo, je me faisais la réflexion hier soir, justement, sur l'histoire de guérison. Et je me disais qu'effectivement, le vrai combat, si on peut parler d'un combat, c'est celui de guérir tous ceux qui veulent continuer l'aventure, en fait. Pour qu'ils puissent continuer en bonne santé, pour qu'ils puissent être présents pour bâtir demain. Il y a vraiment une énergie qui se déploie, non pas pour détruire, mais pour construire aujourd'hui. Ce qui implique, alors là, c'est ma question que je voudrais te poser justement sur la suite, ce qui implique peut-être, c'est très personnel comme point de vue, hein, tu t'en doutes, une certaine forme alors peut-être pas de violence, mais d'agressivité. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux développer? Parce que je vais t'interviewer maintenant. Ah mince. Non, si tu veux, je crois, c'est peut-être propre à ma nature de penser les choses comme ça, c'est forcément le cas d'ailleurs. Je crois que on ne peut pas faire avancer l'histoire sans une forme de puissance, de force qu'on s'impose déjà à soi-même et qu'on va déployer dans le monde extérieur, mais qu'on va essayer de faire conformément, si j'ose dire, à la volonté du ciel. Pas simplement la petite volonté égotique intéressée, qui rentre dans la partie quelque part, de toute façon, à un moment donné. Mais ce n'est pas celle que je pense qui doit prévaloir aujourd'hui. Ça implique une certaine dose d'agressivité, une certaine dose de puissance, pour aller mettre en mouvement quelque chose qui comporte peut-être son lot de violence en soi, mais dans une logique de bâtisseur, comme on peut en parler avec toute la poésie qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je trouve que c'est dangereux. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Pourquoi? La première chose, c'est on donne de l'énergie à ce qu'on combat. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on combat quelque chose, on va projeter de l'énergie sur cette chose-là et elle va en profiter pour renaître et affûter ses arguments et s'approfondir. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention parce que même Hitler était persuadé d'être missionné par le Seigneur pour sauver l'humanité. Donc, il était sincère en réalité. Il suffit de relire son Mein Kampf. Donc, il faut faire très attention. Je crois plutôt que l'énergie du cœur ne cherche pas à convaincre. Elle fonctionne plus par radiance et par, comment dirais-je, parce qu'elle est appétante, parce qu'elle crée un désir d'autre chose que le monde, que l'ancien monde. Et donc, c'est son rayonnement, c'est la lumière qui va attirer. Et dès qu'on est dans une force pour convaincre, on est dans une espèce de... On joue le jeu du vieux monde, en réalité. Qu'est-ce qui a fait, pour prendre un autre exemple, mais opposé, qu'est-ce qui a fait le fait que le christianisme change le monde? C'est que Jésus n'a pas cherché à convaincre. Il était juste exemplaire d'un archétype, qui est l'archétype de l'amour ici. Donc point barre. Et il a fait descendre cet archétype dans son environnement, et ça a évidemment modifié par vagues successives, au moins jusqu'au IIIe siècle, beaucoup de choses, beaucoup de miracles à l'époque. Donc, je crois que c'est plus la confiance en la puissance du cœur. Le cœur est un espace de courage. Hein. Cœur et courage, c'est la même racine étymologique. Hein. QR en indo-européen. Mais ce n'est pas le courage de la violence, c'est le courage d'honorer la lumière que l'on porte en soi et que c'est elle qui va faire le travail. Donc encore une fois, pour répondre à ta question, je trouve que entrer dans la violence ou dans le combat militant est quelque chose qui est souvent contre-productif. En tout cas, dans cette logique du cœur. Je ne dis pas qu'après, il ne faut pas militer pour avoir des droits sociaux, etc. C'est autre chose. Mais on reste dans ce militantisme-là, on reste dans la logique du ventre, hein, dans tous les cas. Mais dans l'énergie du cœur, c'est ce que les musulmans appellent le grand djihad, et non pas le petit djihad. Bien sûr. Oui, je te posais la question parce que c'est vrai que le bouillonnement dans lequel on se trouve produit de la colère. Les gens ont envie ils cherchent un moyen d'exprimer ça parce que quelque part, voilà, c'est ce que dit Nathalie, colère non agressive mais transcendante. C'est-à-dire que la colère, c'est quand même une énergie.
qui cherche la colère, c'est une énergie de séparation. On le disait tout à l'heure, c'est Mars. Mhm. Or, la colère, c'est ce qui va nous séparer du vieux monde. C'est-à-dire ce qui va nous permettre de nous mettre debout pour retrouver la fidélité à son mythe fondateur, à son destin. Donc ça, c'est la colère en version lumière, c'est-à-dire c'est une énergie qui nous permet de se mettre debout et de dire non, ça suffit. Je ne rentre plus dans le jeu de ces gens-là qui sont dans le vieux monde. Donc là, c'est évidemment libérateur. Mais si on a une colère qui critique et qui attaque en permanence le vieux monde, on va s'enfermer dans l'obscurité qui est construite par ce monde-là. Donc après, la question, c'est quels sont les moyens d'action. Je crois que les moyens d'action, ça passe par le fait d'énoncer des évidences. Et ces évidences sont raisonnées avec les personnes qui sont en résonance avec ça. Les évidences, comme de dire la société de bienveillance est plus essentielle que la société de concurrence. Et donc, plus on énoncera ce genre d'utopie pour certains, d'évidence pour d'autres, plus les personnes qui résonnent avec ces évidences-là vont, dans leur propre champ de compétences, changer leur manière de vivre, changer leur environnement, et le monde va progressivement se transformer. Je crois en ça, en tout cas. Oui, je partage cet avis. Il y a une question que je n'ai pas encore résolue à titre personnel, justement, c'est pour ça que je te taquine un petit peu, entre guillemets, mais c'est cette bienveillance, ce monde du cœur qui a, pour moi, il arrive, hein, et c'est l'avenir pour tous, je crois, personnellement. Je constate que certains, à l'approche de la manifestation de ce monde, bon, évidemment, voient l'ancien s'effondrer. Il y a une somme de volonté, de personnes, si je peux dire, qui ne veulent pas, effectivement, alors c'est caricatural quand je raconte, hein, c'est juste pour qu'on se comprenne, mais qui ne veulent pas l'avènement de la suite de l'histoire, qui freinent la marche de l'arrivée de ce nouveau paradigme, etc. Et qui, avec une vraie violence, on le voit dans les faits, hein, nous cognent sur la gueule, voilà, on a des gens qui sont éborgnés, les gilets jaunes, toutes ces histoires-là, bon bref. Comment on se protège de ça? Tu vois, c'est ça la question que je me pose, moi. Comment on se protège de ça? Moi, je crois beaucoup à l'exemple de Gandhi, hein, qui, par la non-violence, l'ahimsa, hein, a quand même réussi à chasser les Anglais d'Inde malgré des charges violentes contre les manifestants. De mon point de vue, il a développé une philosophie de l'action qui ne fait pas le jeu de l'ennemi. Et donc, et qui basiquement est reconnu comme, je veux dire, par la nature humaine, est reconnu comme quelque chose qui est légitime. Mais c'est là où est le courage, justement, le courage du cœur. Parce que se tenir ferme face à la violence tout en restant dans la non-violence, c'est ça le vrai courage. Je pense qu'il faut, si on veut, bon, c'est ce qu'ont fait certaines associations, mais si on veut penser l'action politique et sociale dans le monde moderne, il faut revisiter les travaux de Gandhi. Ouais, à l'aune de l'époque dans laquelle on se trouve. À l'aune de la modernité, bien sûr. Oui. Ok. Alors, peut-être une petite dernière question, les amis, puisqu'après, on va quand même arriver au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je remonte un petit peu dans le chat. Ça me rappelle le dernier épisode de Game of Thrones. Ah bah, tu vois, voilà. Ouais, je ne l'ai pas vu, alors je ne vais pas pouvoir répondre. Alors, Sarah Anonymous. Bonjour, j'aimerais savoir jusqu'à quel point notre mythe personnel impacte notre quotidien et comment pouvons-nous mettre en avant leur côté lumière. Voilà, alors, pour un mythe de Faust, par exemple. Alors, Faust, oui, bon, c'est un exemple un peu difficile, mais Faust, son système de croyance, c'est de dire, alors Faust, bon, il fait un pacte avec Lucifer, hein, avec le diable, Lucifer voulant dire porteur de lumière, au passage, hein. Donc il fait un pacte avec le diable,
et en échange de son âme, au bout de 12 ans de bons et loyaux services, pardon, il va demander, le pacte c'est quoi? Le pacte c'est Lucifer, donne-moi richesse, abondance, pouvoir, jouissance pendant 12 ans et après 12 ans je te donnerai mon âme. C'est ça le pacte, dans la tradition originelle du mythe. Donc le mythe de Faust, il nous raconte quoi? Il nous raconte que la connaissance va apporter de la jouissance et du pouvoir. Donc, le problème, c'est qu'à la fin du mythe, Faust, il a sa cervelle écrasée contre un mur, et donc sa pensée l'a déstructurée, symboliquement. Et son désir de toute puissance l'a déstructuré. Donc, on est effectivement aujourd'hui dans un mythe de Faust, hein, avec le transhumanisme, c'est un mythe de Faust, hein, la NSA, c'est un mythe de Faust, tous les systèmes de contrôle, etc. Donc, la connaissance donne du pouvoir sur les gens et sur les sociétés. Alors, comment développer l'aspect lumière de ça? C'est toujours la même réponse, c'est-à-dire tant qu'on est dans la projection extérieure, on est dans l'aspect ombre, et l'aspect lumière, c'est la rencontre intime avec son mythe fondateur, c'est-à-dire avec sa volonté de puissance, hein, inconsciente, souvent, puisqu'elle est projetée sur le monde extérieur. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la volonté de puissance? Il y a très souvent une peur panique de mourir ou des peurs inconscientes qui... L'autorité, c'est quelque chose qui nous protège parce qu'on n'est pas capable de comprendre parfois. Les gens autoritaires, c'est des gens qui préfèrent imposer une idée plutôt que de la discuter. Donc il y a une faiblesse du moi en réalité qui s'est rigidifiée et qui est incapable de se métamorphoser et d'accueillir l'inconnu et donc qui va utiliser la puissance pour exister, donc tous ces systèmes qui vont se mettre en place. Donc, le mythe de Faust, c'est reconnaître sa souffrance qu'on ne se sent pas aimé de Dieu dans le processus intérieur. Et donc, qu'on a peur de l'amour, qu'on a peur de sa propre intuition, qu'on a peur du monde magique, du monde du mystère, du monde du féminin, souvent. Parce qu'il n'y a que des personnages masculins et qu'en fait, dans l'histoire de Goethe, c'est évidemment Marguerite qui va rédempter Faust. Donc, c'est bien le féminin qui rédempte Faust. Donc, la prise de conscience de ça, c'est-à-dire qu'on a construit un système de pouvoir et de connaissance pour se protéger du féminin, c'est ce grand périple que propose intérieurement le mythe de Faust. Et donc, de retrouver une puissance qui soit bénéfique parce qu'elle répond aux besoins de la grande mère, de la grande déesse nature, et non pas une puissance qui soit destructrice pour le monde. Donc c'est tout un périple. Oui, c'est tout un programme, ça. Oui, alors les mythes sont des programmes, hein, c'est des vrais programmes. Ça, oui. Mais le point de retournement, c'est considérer que c'est jamais le monde extérieur qui a tort, c'est toujours notre manière de regarder les choses qui peut changer. Oui, c'est ça, c'est le point de retournement de la conscience, ouais. Sur la voie de l'évolution. Bien sûr, ouais, c'est cet adage qu'on dit souvent, si tu veux que le monde se transforme, change-toi toi-même, quoi. C'est ce que disait Gandhi, effectivement. Et donc, ça répond aussi à ta question précédente sur l'engagement dans le monde. Tout à fait. Ok. Bon, les amis, on a fait un bon voyage là déjà. On va peut-être libérer Luc quand même parce qu'on a tous des choses à faire aussi après coup. Je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Nathalie, ça fait plaisir que ce soit passé. Voilà, donc j'ai remercié Luc en direct d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, grâce au Kataros Nomade qui m'a permis. Grâce à Nathalie, oui. Voilà. Merci Nathalie. Merci Nathalie, c'est ça. Super. Luc, je te remercie encore, vraiment. Avec plaisir. Écoute, si jamais ça te retente à un autre moment pour d'autres thèmes, ici tu es le bienvenu, la porte est ouverte. Voilà. Merci. Oui, on pourra y réfléchir, bien sûr. Oui. Je vais rappeler, les amis, Luc a un site où vous pouvez retrouver son travail, réenchanterlemonde.com. Je vous l'affiche dans le chat
vous l'avez là, il vient de s'afficher. En description de cette vidéo, que vous pourrez voir en replay, bien entendu, vous trouverez les détails. Vous pourrez aussi trouver le lien du site de Luc Biget. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça pour aller plus en profondeur dans ces travaux. On va se quitter là-dessus. On vous souhaite une bonne journée à tous, bien entendu. Et puis, même si on est dans une période de turbulence, le cœur existe toujours. C'est bien pour ça qu'on essaie de faire ce travail d'ailleurs, pour le faire valoir. Et donc, plus on y participera, mieux ce sera. Parce qu'ici, voilà, comme on pourrait dire à la fin de la messe, si ça peut encore avoir un sens symbolique, aller dans la paix du Christ. On disait ça normalement à l'époque. Ok. Bon, au revoir à tous. On se dit à bientôt. Merci. Et je coupe.